Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après ces quelques semaines de vacances bien méritées et on va redémarrer directement avec un update lecture dans lequel je vais vous parler du premier tome de Absolu, à savoir Les Mobilisés, de Betty, de Hugo Delannuy et enfin du second tome des Dossiers du voile, l'affaire Circé, donc on va commencer tout de suite. Je débute cette update lecture avec un roman qu'on a vu passer absolument partout au moment de sa sortie. Il s'agit du premier tome de la saga Absolu, c'est-à-dire Les Mobilisés. C'est écrit par Margot Dessen et publié chez Castelmore dans leur collection Big Bang, donc leur collection plutôt young adulte. Dans le premier tome de Absolu, nous suivons l'histoire de Johanna et Prime, deux amies d'enfance vivant dans la nation d'Érite, une version futuriste de la Pologne qui avait été mise à feu et à sang plusieurs années auparavant. Et chaque année, 200 personnes sont envoyées dans la zone, à savoir la ville de Varsovie, afin de détruire la Chose, une intelligence artificielle responsable de la destruction de la ville et de la mort de plusieurs milliers de personnes, et qui a été donc enfermée entre les immenses murs de la ville, le temps de trouver une solution définitive à ce problème, il y a déjà 20 ans de ça. Prime, Johanna ainsi que Ed, donc un autre mobilisé qui n'a pas vraiment de talent particulier pour le combat ou pour la survie, vont être envoyés dans la zone afin de combattre la Chose. Sauf que dès leur arrivée, ils vont se rendre compte que la Chose n'est peut-être pas l'ennemi le plus redoutable. Comme je le disais précédemment, on a vu ce livre passer absolument partout au moment de sa sortie. La hype autour de celui-ci était tellement puissante et j'ai fini moi aussi par vouloir me faire mon propre avis. C'est surtout la promesse de l'autrice de réécrire une dystopie jeune adulte inspirée notamment de Hunger Games, une de mes sagas littéraires favorites que j'ai lue et relue en étant adolescente et qui encore aujourd'hui me fascine, qui a titillé ma curiosité et appuyé sur une corde sensible qui est la nostalgie de cette époque. Est-ce que j'ai aimé ce livre? Honnêtement, j'ai passé un bon moment de divertissement. Je suis allée au bout de ma lecture sans rechigner et je lui ai même attribué la note de 15 sur Livre Addict, qui est la note que je mets quand je trouve qu'une lecture est positive malgré ses défauts. Mais en prenant du recul, je me rends compte que j'aurais peut-être dû lui mettre une note orange parce que le livre a beaucoup de défauts et une exécution plus que maladroite. Et c'est ce qui est assez paradoxal avec ce roman, c'est que ses qualités sont aussi ses défauts. Tout d'abord, on va parler de l'histoire qui, comme je l'ai dit, m'a offert un bon moment de divertissement. Il y a beaucoup d'action, peu de temps mort et les 540 pages défilent sans aucune difficulté. Mais à un moment, trop d'action tue l'action. Dès le départ, on est submergé par les événements, par les fusillades qui s'enchaînent, les courses-poursuites, les épreuves ou encore les trahisons. On ne souffle jamais vraiment, on ne prend pas le temps de construire l'univers de façon solide et cohérente. Et forcément, quand on essaye de gratter un peu sur le world building, de voir quels sont les rouages et les mécanismes de ce monde, on tombe sur des informations un peu bancales, des phrases du type « on sait pas trop pourquoi, mais il n'empêche que c'est bien pratique ». Et c'est déjà pour moi un gros point négatif du livre. Je comprends l'envie de mettre beaucoup de scènes d'action, de créer fréquemment des rebondissements et des retournements de situation pour tenir en haleine son lecteur parce que ça fonctionne. En tout cas, ça a fonctionné sur moi. Mais j'avais envie de voir l'univers bien plus développé, de comprendre comment on a pu en arriver à cette situation. Il y a une autre chose qui m'a un peu dérangée, même si au vu du résumé, je n'ai pas été surprise, c'est la direction que prend l'intrigue. On dévie très rapidement de la Chose pour se concentrer sur la vie dans la zone, les guerres de territoire et les rivalités entre les différents clans. L'autrice prend plus de temps pour développer cet aspect de l'histoire et on oublie rapidement la Chose qui aurait dû être l'ennemi principal et l'enjeu numéro 1 d'Absolu. C'est un choix que je regrette parce que finalement on ne sait que peu de choses sur ce fameux ennemi et quand on y revient enfin, j'ai eu sincèrement du mal à croire qu'il ait fallu 2000 personnes et 20 ans pour trouver une solution. Solution que je trouve pas crédible d'ailleurs. Je ne sais pas si tout ceci sera développé ultérieurement, si le tome 2 donnera plus de réponses et dissipera les nombreuses zones d'ombre. J'espère sincèrement parce que sinon je trouverais ça vraiment bancal. Ensuite, on va parler un peu de la multiplicité des points de vue et des narrateurs.
Dans mon souvenir, il y a 7 narrateurs qui reviennent plus ou moins régulièrement et quand j'ai vu ça sur les différentes chroniques, j'ai été très emballée. J'adore les romans chorales, les nombreux points de vue, je trouve que ça permet de donner de la profondeur à un univers, de développer du suspense, de mieux s'attacher à des personnages. Toutefois, dans ce roman, l'exécution pêche sincèrement. Il y a 7 narrateurs, mais selon moi, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont intéressants et qui valent la peine d'être exploités. Je ne comprends pas non plus le choix des différents narrateurs, certains semblent évidents parce que ce sont les protagonistes de l'histoire, mais il y a des nouveaux narrateurs et narratrices qui arrivent très tardivement et dont la voix ne raconte rien de nouveau et il me semble évident qu'un des protagonistes peut prendre en charge leur partie du récit. Toutes les voix se ressemblent, racontent les mêmes choses, offrent les mêmes points de vue, toutes, sauf pour le personnage de Ed qui est le seul qui sort un peu du lot. Ed, c'est un personnage anxieux qui a une faible estime de lui et de ses capacités parce qu'il n'a pas de formation militaire, médicale ou une quelconque aptitude à la survie. C'est un personnage attachant et qui a une évolution tout à fait crédible. Mais en ce qui concerne les nombreux autres personnages, je n'ai pas réussi à m'attacher à eux et à réellement m'intéresser à leur parcours. C'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu être impliquée auprès de chacun d'eux. Enfin, pour ce qui est du style d'écriture, je ne peux pas dire que j'étais fan puisque le style est un peu scolaire et impersonnel. C'est pas mal écrit, mais je pense que comme le livre était très populaire sur les réseaux, qu'il a déjà eu une vie sur Wattpad et qu'il a été retravaillé plusieurs fois pour pouvoir être édité en maison d'édition, bien je m'attendais à mieux. En fait, je pense que mon problème avec ce livre, c'est que j'ai pas baissé mes attentes, que j'ai vraiment cru que ça allait être une de mes meilleures lectures de l'année, juste parce que ça a été le cas de beaucoup de personnes. J'aurais dû prendre plus de recul comme je le fais avec les autres livres populaires sur les réseaux sociaux. Malgré tout ce que je viens de dire, je vais quand même lire la suite parce que j'ai la sensation que j'ai pas toutes les clés entre les mains, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et ça me frustre un peu. J'espère juste que la suite répondra à mes attentes et à mes nombreuses questions. Je poursuis avec ce qui a été à ce jour ma meilleure lecture de l'année, Betty de Tiffany McDaniel, édité par Gallmeister. Betty est un roman inspiré de faits réels car il raconte l'enfance de la mère de l'autrice Betty Carpenter, la 6e enfant d'une fratrie de 8. La mère de Betty est blanche et son père est cherokee et par un hasard génétique, alors que tous ses frères et sœurs ont pris les traits de leur mère, Betty, elle, ressemble vraiment à son père. Et nous suivons donc son enfance et son adolescence dans l'Ohio, état où la famille va définitivement s'installer après avoir voyagé à travers tout le pays. Avant de parler plus en détail de ce livre, je tiens à faire un disclaimer en vous disant que l'histoire de Betty est traumatisante. Il y a beaucoup de violence, qu'elle soit physique ou psychologique. C'est un roman qui est intense, très intense, et il faut être disposé à recevoir toute cette violence et à la traiter. Même si j'ai envie que la terre entière lise Betty, si vous ne vous sentez pas apte à le lire pour X ou Y raison, écoutez-vous. Personnellement, il n'y a encore pas si longtemps, je croyais que je ne lirais jamais ce livre. Déjà à cause de sa réputation et ensuite parce que Betty est édité par Gallmeister et avant la très belle découverte dans la forêt, j'ai essuyé les flops avec cette maison d'édition et j'étais persuadée que leur catalogue n'était pas compatible avec mes goûts de lectrice. Mais j'avais envie de lire un texte puissant, quelque chose qui me bouscule et qui me sorte de ma zone de confort et je dois dire que j'ai vraiment bien fait. L'histoire de Betty est passionnante. Elle est horrible, je ne vais pas le nier. La famille essuie drame sur drame et j'étais tellement impliquée dans ce livre que ça m'a révoltée et indignée. Pour autant, je n'ai jamais trouvé que l'autrice faisait du trash pour faire du trash, qu'elle était glauque, cynique et déprimante. Parce que malgré tous les moments horribles, il y a dans Betty plein de moments où on respire, où on voit que la vie peut être belle et paisible. Ces moments, ils sont apportés par le père de Betty, par ses histoires et son ton rêveur, mais pas que. On a aussi pas mal de moments doux avec la sœur de Betty, donc Fraya, ou encore avec des habitants de la ville qui ne sont pas racistes et qui respectent la famille Carpenter. C'est une énorme brique, mais je peux vous assurer que ça se lit tout seul et que à aucun moment je n'avais envie que l'histoire se termine. L'écriture est très douce, très imagée et exprime avec beaucoup de pertinence les émotions de Betty, puisque l'histoire est racontée de son point de vue. J'ai noté beaucoup de citations, beaucoup de phrases qui tapent là où il faut, tellement les mots qui les composent sont justes. Je vais vous lire une citation qui se trouve au début du livre et qui ne spoile pas, que ce soit les événements ou le contexte, pour illustrer un peu tout ce que je dis. J'avais envie d'en faire un poème. Au besoin, je ferais rimer les mots, mais je les dirais comme si je lançais des pierres dans une rivière.
Cela me semblait être la seule façon de représenter un pays où les chemins de terre ressemblaient à de longs crotales diamantins bruns dont les écailles reflétaient la lumière du soleil. Le style est tellement soigné et maîtrisé que je n'étais absolument pas gênée par le fait que l'histoire soit racontée d'un point de vue interne. Et puis ça m'a permise d'être au plus proche des sentiments et des pensées de Betty, de la comprendre, de compatir avec elle et d'être vraiment attachée à cette jeune fille courageuse, pleine de lumière et de sagesse. Et petit bonus pour la route que j'ai trouvé très chouette, c'est que le site de l'autrice regorge de photos d'époque. Il y a des photos de Betty à différents moments de sa vie, mais aussi de Flossie, Freya ou encore les parents de notre protagoniste, donc London et Alka. Pouvoir mettre un visage sur eux permet de leur donner encore plus de corps, de se plonger encore plus dans l'histoire. Bref, pour moi, Betty, ça a été un énorme coup de cœur. Mon premier coup de cœur de l'année d'ailleurs. C'était intense, violent, triste, mais c'était aussi terriblement lumineux et j'ai hâte de pouvoir découvrir le nouveau roman de l'autrice qui a l'air incroyable. Si vous avez envie de découvrir ce petit bijou de la littérature américaine et que vous vous sentez prêt ou prête à recevoir ce flot intense d'émotions, alors n'hésitez plus une seule seconde. Je pense que Betty est un classique à en devenir et qu'on en reparlera encore et encore. En tout cas, moi, je vous en reparlerai encore à l'avenir. C'est toujours difficile de lire quelque chose après un coup de cœur parce qu'on sait que ce qu'on lira aura difficilement la même saveur, la même intensité et j'ai confié cette mission compliquée à un roman jeunesse que j'avais dans ma pile à lire depuis quelques années, à savoir Hugo de la nuit de Bertrand Santini à retrouver chez Grasset. Nous suivons l'histoire de Hugo, un jeune garçon de 11 ans qui vit dans un immense domaine en Provence, domaine situé près d'un cimetière puisque cet élément a toute son importance dans le récit. Depuis peu, les parents de Hugo se battent pour que le cimetière soit classé en zone protégée car celui-ci abrite une espèce de plante endémique et presque disparue, sauf que les industriels et d'autres personnes mal intentionnées ne l'entendent pas de cette oreille parce que la zone est potentiellement riche en pétrole et qu'ils ont envie d'exploiter ce sol et donc de gagner beaucoup d'argent. Alors un soir, ils vont mettre leur plan en exécution et Hugo va devoir se battre pour sauver sa famille, même au-delà de la mort. Bon, rassurez-vous, je n'avais pas du tout les mêmes attentes que pour Betty. Je voulais que Hugo de la nuit soit un roman divertissant, bien exécuté et qui me fasse passer un bon moment. Je voulais également quelque chose de moins intense et de moins violent. Mais mon avis sera quand même en demi-teinte. Ça aurait pu être un bon roman, une chouette petite histoire qui parle de mort, de deuil et de reconstruction aux plus jeunes. Toutefois, ça n'a vraiment pas été le cas. Je vais commencer par parler de l'histoire puisque celle-ci avait plutôt bien commencé. Elle avait une ambiance très plaisante, un peu lugubre certes, mais très esthétique qui m'a fait penser au roman de Neil Gaiman, L'étrange vie de Nobody Owens. Bon, c'est un roman que j'avais abandonné parce que j'étais pas super fan de la narration de Gaiman, mais par contre, je ne peux pas du tout lui reprocher son originalité et son univers. Bref, ça avait bien commencé, j'étais curieuse de voir où tout ceci allait m'emmener, comment l'ambiance se développerait, comment les différentes thématiques allaient être traitées, et j'ai très vite déchanté quand j'ai vu que l'auteur avait décidé de quitter le conte philosophique pour partir sur une comédie loufoque, déjantée et où plus rien n'avait de sens ni de valeur. Les actions s'enchaînaient de façon effrénée, ça chantait, ça dansait, ça partait dans tous les sens et on ne se posait plus pour parler de sujets plus douloureux. Alors ok, c'est un livre qui est destiné à un public jeune, mais je pense qu'esquiver la question de la mort et du deuil en offrant cette histoire déjantée, ce n'est pas leur rendre service. Je ne dis pas que le roman ne peut pas contenir quelques moments drôles et dédramatisants, mais là, c'était juste trop. J'ai un peu regardé les livres que j'avais lus et qui traitent d'une façon ou d'une autre le deuil et la mort, et je vois bien qu'on n'évite pas le sujet. Les auteurs ou les autrices essayent d'en parler avec des mots justes et réconfortants qui nous rappellent que c'est normal d'être triste, en colère ou de vivre des émotions négatives, mais on nous donne aussi des clés pour se reconstruire et aller de l'avant. Mais Hugo de la nuit ne fait rien de tout ça. C'était juste un prétexte pour faire une comédie pleine d'action et de moments cocasses. Je ne parlerai pas non plus des révélations finales qui sont au mieux bancales, au pire sorties d'une vidéo théorie sur internet qui dirait que tout ce que vivent les personnages de fiction ne sont que des rêves. Comme l'histoire était beaucoup trop loufoque et survolée, j'ai aussi eu beaucoup de mal à m'attacher aux différents personnages. Je les ai trouvés assez caricaturaux et ils ont pour moi un traitement très superficiel, donc je ne les ai pas trouvés crédibles à un seul moment. Quant à Hugo, il était passif du début jusqu'à la fin.
Cette passivité n'était pas due à un état de choc, d'incompréhension, etc. Elle était simplement là parce que l'auteur a décidé de ne pas le mettre sur le devant de la scène, ne lui a pas permis d'agir et de vraiment réfléchir à tout ce qui lui arrivait. Même si l'histoire et les personnages ne m'ont pas convaincu une seule seconde, j'ai quand même bien aimé la plume de l'auteur qui est très fluide, bien travaillée et qui retranscrivait à merveille l'ambiance légèrement sinistre du départ. Et j'accorde également un point positif à la couverture que je trouve très jolie. Elle reflète bien les différents éléments de l'histoire et de manière générale, l'objet livre est beau, assez en avance sur son temps quand j'y pense. Toutefois, ça ne me suffira pas à vous le conseiller et je pense que des romans qui parlent de deuil, de la mort, mais aussi d'une certaine façon de la vie, vous en trouverez des bien plus convaincants. Et je termine cette update lecture avec la suite de la saga Les dossiers du voile, l'affaire Circé. C'est toujours écrit par Adrien Thomas et publié chez Fleurus. Quelques mois se sont écoulés après les événements du premier tome et on retrouve Tia, lieutenante de la brigade de la régulation des espèces méta-humaines du voile de Paris, fraîche et reposée après quelques semaines de vacances forcées. Sauf que sa bonne humeur ne va pas durer bien longtemps car à peine rentrée, le voile est victime de nombreux attentats. Tia et sa sœur Mona vont à nouveau devoir mener l'enquête et trouver qui veut mettre le voile à feu et à sang. J'avais découvert le premier tome de la saga quelques mois après sa sortie, il y a déjà 3 ans, et je l'avais adoré. Alors forcément, quand l'auteur a annoncé travailler sur un second tome des aventures de Tia, Mona et toute la famille Morcès, j'étais ravie et impatiente de découvrir tout ça. Je vous mentirais si je ne disais pas que je me suis quand même demandé comment l'auteur allait faire une suite de qualité, quelle serait l'ouverture qu'il trouverait pour amener cette nouvelle histoire et est-ce que ça n'aura pas un goût de tome de trop, mais tous mes doutes ont rapidement été balayés et je peux vous assurer que la suite de Dossier du voile est encore mieux que l'original. L'auteur nous emmène dans une enquête haletante, rythmée, avec son lot de rebondissements. Malgré les petits indices laissés à gauche et à droite, et mon cerveau qui tournait à plein régime pour découvrir le coupable de tous les attentats, j'étais à côté de la plaque et aussi abasourdie que Tia au moment de la révélation. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que le monde s'étoffe, prenne de l'ampleur et que tout soit cohérent et harmonieux parce que ça aurait été plutôt facile de faire un melting pot étrange et indigeste au vu du nombre d'histoires qui se rajoutent et les inspirations diverses et variées qui enrichissent le récit. Je dirais que la seule zone d'ombre en ce qui concerne l'intrigue, c'est la fin qui a été un peu brutale et je suis de moins en moins fan des plans qui se déroulent comme sur des roulettes alors qu'ils sont censés comporter beaucoup d'imprévus et de zones d'ombre. Pour ce qui est des personnages, j'ai évidemment été ravie de retrouver Tia qui est un personnage que j'adore. Elle a de la répartie, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds mais elle a aussi des moments de doute et de faiblesse. C'était aussi très chouette de retrouver Mona, mais ce tome fait aussi la part belle à d'autres personnages qui étaient plus effacés dans le premier tome comme Dina par exemple. On ne savait pas grand chose sur elle et je suis ravie que l'auteur ait développé son personnage, les rendue aussi intéressante et badass que Mona ou Tia. Dina n'a peut-être pas de pouvoir magique surdéveloppé, mais elle compense cette absence de magie par un sang-froid à toute épreuve et un sens des responsabilités et du devoir qui est admirable. Il y a d'autres personnages qui font leur apparition que j'ai beaucoup aimé comme Benjamin Grimance, le nouveau médecin légiste qui a une arrivée on ne peut plus remarquer. Bref, pour moi, ce nouvel opus dans les dossiers du voile est une véritable réussite. Je pense qu'au vu de la fin, et rassurez-vous, ça ne se termine pas sur un cliffhanger, l'auteur se laisse encore la possibilité de revenir dans cet univers. S'il décide de faire un 3e tome, je serai évidemment plus que ravie et je le découvrirai à coup sûr. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.